On connaît tous ce mec qui dit Ouais, mais c'est pas de ma faute, j'ai une mauvaise génétique. déjà, envoyez-lui un message dans lequel vous dites « Mets-toi au boulot » avec une vidéo de motivation de David Goggins. Maintenant, est-ce que finalement, quelque part dans son infini déni, il aurait pas raison? Eh bien, ce demeurer a soulevé un point intéressant. La génétique est un point essentiel à comprendre si vous voulez développer votre force. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi la génétique est un des facteurs les plus importants à prendre en compte dans le sport à haut niveau. Et aussi pourquoi c'est l'aspect le plus surcoté dans ce même domaine. Vous inquiétez pas, je vous expliquerai aussi comment savoir si vous avez une bonne génétique ou pas. Commençons par une vérité évidente. Il existe des génétiques plus ou moins avantageuses dans le powerlifting, comme dans n'importe quel autre sport. Ici, on va distinguer deux catégories. La première comprendra les avantages liés à la structure osseuse et articulaire, et la seconde, ceux liés à la structure musculaire et tendineuse. En force athlétique, le but est de soulever un maximum de poids réparti sur 3 mouvements, soit le bench et le deadlift. Mais ça, si vous suivez ma chaîne ou que vous suivez de près ou de loin tout ce qui touche à la force, vous le savez sûrement déjà. Ainsi, dans chacun de ces 3 mouvements, certaines singularités génétiques sont plus ou moins avantageuses, et on va donc pouvoir les classer dans ces sous-catégories. À la fin de cette vidéo, vous pourrez vous référer à ce tableau pour établir votre auto-analyse morpho-anatomique. Dernier point avant qu'on commence, sur quoi on se base? Je vais me baser sur 2 critères importants, l'amplitude du mouvement et les leviers. Plus l'amplitude est réduite et plus les leviers sont avantageux, plus c'est positif. Quand je parle de levier avantageux ou désavantageux, je parle de l'alignement de vos articulations impliquées dans le mouvement étant plus ou moins éloignées du centre de gravité. Si la majorité des articulations sont proches de ce centre de gravité ou dans la direction de la gravité, c'est des leviers avantageux. A l'inverse, si vous avez des articulations éloignées de votre centre de gravité, vous allez avoir des leviers désavantageux. Sur ce, commençons. Le squat, aussi appelé flexion de dos. Le but est, en partant d'une position debout, de descendre jusqu'à ce que la surface supérieure des cuisses à l'articulation de la hanche soit plus basse que le sommet des genoux, puis de remonter complètement. À partir de ces informations, une fois qu'on a bien compris le mouvement, on peut facilement définir ce qui est avantageux ou non. Par exemple, je vais vous laisser deviner. Qu'est-ce qui est physiquement le mieux? Avoir un buste long et des jambes courtes, ou l'inverse, avoir un buste court et des jambes longues? Pour pouvoir répondre à cette question, on va regarder la position en bas du mouvement dans les deux cas, ainsi que le trajet qu'a effectué la barre. On se rend compte de 2 choses importantes. Plus le buste est court et plus les jambes sont longues, plus vous allez devoir vous pencher vers l'avant. Pourquoi? C'est pour pouvoir maintenir un centre de gravité au-dessus de vos pieds. Dans le cas où vous avez un buste court et des jambes longues, si vous ne vous penchez pas en avant, vous allez chuter en arrière. Ça augmente la force exercée sur les hanches, et finalement ça rend le mouvement certes différent, mais surtout plus difficile en raison de leviers désavantageux. D'autre part, on peut distinguer l'importance de la taille des fémurs et des tibias. Avec les fémurs très longs, vous allez davantage avoir les fesses qui partent vers l'arrière, mais surtout les genoux qui partent vers l'avant. Ça peut poser problème car le tibia pourrait rencontrer le talus. Dans la plupart des cas, ça se traduit simplement par une réduction de la souplesse articulaire de la cheville. Mais si le contact est trop contraignant, ça peut endommager la structure osseuse et articulaire. C'est pour toutes ces raisons que vous allez voir certaines personnes utiliser des chaussures d'haltérophilie quand ils squattent. Dans ces chaussures, la semelle au niveau du talon est légèrement rehaussée, ce qui leur permet d'avoir une amplitude plus complète et donc d'être au standard de compétition. Donc conclusion, il faut avoir un buste relativement long, des jambes courtes, mais surtout des fémurs courts. Par contre, comment est-ce qu'on sait si on rentre dans cette catégorie? C'est assez simple. Quand vous squattez, est-ce que vous avez l'impression que vous devez beaucoup vous pencher vers l'avant? Et si c'est le cas, est-ce que vous avez l'impression que c'est difficile pour vous d'avoir les fémurs qui dépassent la parallèle? Si c'est le cas, vous êtes plutôt du mauvais côté de la balance génétique. Ça veut pas dire que vous aurez jamais un bon squat, ça veut dire que ce sera probablement pas votre point fort. Par exemple, Delaney Wallace est un powerlifter américain qui n'est, sur le papier, pas avantagé au squat. Pourtant, il a réussi lors de sa compétition nationale des États-Unis de 2025 à squatter 310 kg. De l'autre côté, on a par exemple Taylor Atwood, qui lors de cette même compétition a réalisé un squat de 317,5 kg. Une différence, certes, mais surtout des athlètes qui savent très bien utiliser ce qu'ils ont ou non pas comme atout. Le bench, aussi appelé développé couché. Le but est de descendre et de remonter une barre qu'on tient un bout de bras au-dessus de nous en étant allongé sur un banc. Et ça aussi, vous le savez sûrement déjà. C'est assez facile de comprendre qu'avoir des bras courts est relativement avantageux dans ce mouvement. Pourquoi? Parce que ça permet de réduire un maximum l'amplitude. Attention quand même, en compétition, une certaine amplitude est obligatoire.
La barre doit descendre jusqu'au contact de la poitrine ou de la région abdominale et elle doit avoir le dessous des articulations des coudes, au-dessous ou au même niveau de la surface supérieure de l'articulation de leur épaule respective. Les personnes avec des bras longs peuvent compenser avec une prise large et un frontage plus ou moins excessif, en respectant les règles. Mais ça reste tout à fait avantageux d'avoir des bras plus courts. Aussi, avoir une cage thoracique profonde aide énormément, surtout si vous pratiquez le ski. Comment est-ce que vous pouvez savoir si vous possédez ces caractéristiques? En ce qui concerne la longueur de vos bras, quand vous les laissez tomber le long de votre corps, où est-ce que le bout de vos doigts arrive? S'ils arrivent plutôt proche de vos hanches, c'est que vous avez probablement les bras courts. Si vous avez le bout des doigts en revanche qui approche les genoux, ça veut dire à l'inverse que vous avez des bras plutôt longs. Pour votre cage thoracique, c'est un peu moins précis. Si vous avez naturellement les pecs qui ressortent par rapport à votre ventre, c'est probablement que vous avez une cage thoracique plutôt épaisse. A l'inverse, si vous avez l'impression que vous avez le haut du corps qui est assez effacé, c'est peut-être parce que vous avez une cage thoracique peu profonde. Maintenant, voyons des exemples. Austin Perkins est un athlète qui est sur le papier peu avantagé, avec des bras très longs et une cage assez effacée. Récemment, il a quand même passé 190 kg au bench en compétition en étant à moins de 74 kg. C'est en dessous de ce qui peut se faire, mais ça reste monstrueux. Au contraire, Jonathan Keiko a une très bonne morphologie pour le bench. Et ça se confirme avec le poids qu'il peut pousser, avec 252 en compétition à 93 kg de poids de corps. Le deadlift, aussi appelé soulevé de mort. Non, je plaisante. Soulevé de terre. Une barre positionnée au sol qu'on doit lever. Un mouvement très simple sur le papier, et la plupart des gens savent qu'il faut des bras longs pour être avantageux. Mais avoir un buste très court est aussi avantageux, notamment par rapport à cette histoire de levier. Vous avez les hanches plus proches de la barre. Il y a par exemple Dalton Lacko, qui a réalisé en 2018 un deadlift à plus de 5 fois son poids de corps. En étant à moins de 59 kg, il a pu deadlift 271,5 kg. Et pour le coup, il a un physique vraiment atypique, mais fait pour le deadlift. A l'inverse, Keenan Lee est un athlète qui possède un buste relativement long et des bras plutôt courts. Et on voit d'ailleurs bien que l'amplitude du mouvement est beaucoup plus grande. Je ne vais pas détailler comment vous pouvez savoir si vous avez le buste long et les bras courts ou pas, parce que pour les bras on en a déjà parlé au bench, et pour le buste, c'est globalement quelque chose d'assez facile à repérer. Vous comparez aux gens autour de vous, et vous allez le voir très vite. Pendant toute cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi certains traits génétiques étaient plus ou moins avantageux en powerlifting. Mais parmi tous les exemples d'athlètes que j'ai donnés, il n'y en a aucun qui ne fait pas partie de l'élite de ce sport. La réalité, c'est qu'avant de blâmer sa génétique, il faut d'abord faire ce qu'il faut. Les meilleurs athlètes ne sont pas là grâce à leur génétique. Ils sont d'abord là grâce au travail qu'ils fournissent. Ils font des choix difficiles, ils font des sacrifices, en bref, ils se donnent au maximum. Et bien sûr, vous allez sûrement devoir faire des changements de technique ou de programmation pour tirer le meilleur profit de ce que votre génétique vous offre. Mais s'il y a bien une conclusion à cette vidéo, c'est celle-là. Travaillez et vous serez forcément meilleur que celui qui est naturellement bon mais qui ne travaille pas. Ça pourra prendre du temps, mais si vous vous donnez à fond, il n'y a aucune raison que vous n'atteigniez pas vos objectifs. Et je pense même que la plupart des gens peuvent aller beaucoup plus loin que ce qu'ils pensent.